Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Installez-vous confortablement, c'est parti pour une nouvelle édition. Ils sont peut-être la relève politique de la principauté. En tout cas, ils s'intéressent aux institutions et à la vie de la cité. La première séance de présentation du Conseil national des jeunes a eu lieu lundi soir dans le grand hémicycle. Ils sont 12 au total, allant de la 5e à la seconde. Ils ont pu ainsi dévoiler leur projet pour la principauté. Nous y étions. Monacotech a été créé il y a 4 ans. C'est un incubateur, accélérateur de start-up, autrement dit de jeunes entreprises innovantes. Nous nous sommes donc demandé comment se portaient ces start-up aidées par Monacotech et comment elles subissaient ou pas la crise. La réponse dans quelques instants avec le directeur Lionel Galfray. Suite de notre série de reportages à Dubaï avec la prochaine exposition universelle dans environ 6 mois. Il y aura bien sûr un pavillon monégasque. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les barbadjans confectionnés sur place. Elle prend sa retraite le 1er avril. Et ce n'est pas une blague. Marie-Claude Beau cédera sa place à Björn Dahlström jeudi. À l'occasion pour nous de retracer le parcours de Marie-Claude Beau à la tête du nouveau musée national de Monaco depuis 2009. Et enfin, nous reviendrons sur la défaite de la Roca Team en basket face à Cholet, 76 à 97, 48 heures seulement avant le match décisif de quart de finale en Eurocup. Mais avant de développer ces titres, nous vous retrouvons, Christine Tomel, pour un premier point sur l'actualité. Le gouvernement communique, en plus du nombre de personnes touchées par le coronavirus, les chiffres relatifs au dépistage. Et oui Fabien, hier soir, le bilan sanitaire de la principauté s'est levé à 2265 personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la crise sanitaire. Des chiffres relatifs au dépistage viennent, comme vous l'avez dit, aussi d'être arrêtés. Du 22 au 28 mars dernier, il a été réalisé 4550 tests PCR et antigéniques sur des patients résidents ou non de la principauté. Et il a été enregistré un taux de positivité de 4,70%. L'Institut monégasque de la statistique et des études économiques rend public l'ensemble de ses travaux relatifs aux conséquences de la pandémie. Et oui, depuis le tout début de la crise sanitaire, l'INSEE s'est attaché à évaluer les conséquences de la Covid-19 et des mesures prises, des éléments qui permettent de donner un éclairage objectif d'ensemble sur la situation sanitaire, économique et sociale du pays et son évolution depuis le début de la pandémie. Alors après avoir étudié la période du printemps dernier, les données sanitaires de la mortalité, de l'économie, de l'emploi, des transports, de l'environnement, de la petite enfance, de la sécurité et de l'enseignement, un premier rapport évalue les conséquences du confinement et du déconfinement. Et suite à ce premier bilan, le travail de collecte et d'analyse a continué et a permis de suivre les indicateurs clés dans les domaines du suivi sanitaire, du profil des personnes malades, de l'économie, de l'emploi, de la natalité et de la mortalité, entre autres, des données que vous pourrez retrouver sur le site de l'INSEE, Fabien. Enfin, une séance publique cette semaine au Conseil national. Effectivement, dans le cadre de la séance publique, le Conseil national se réunira ce jeudi à 18h30 pour renouveler le bureau du Parlement monégasque. Alors à noter cependant que cette séance se tiendra en l'absence d'assistance au sein de l'hémicycle, mais que vous pourrez toutefois suivre en direct sur Monaco Info. Merci Christina, on reste au Conseil national, mais cette fois avec la nouvelle génération. Qui sait, certains tiendront peut-être un rôle politique dans quelques années. La première séance de présentation du Conseil national des jeunes a eu lieu lundi soir dans le grand hémicycle. Les 12 conseillers ont pu ainsi dévoiler leur motivation et leurs projets pour la principauté. Vanessa Dessy a assisté à ce lancement officiel sur des images d'Alexandra Marangoni. Élaborer des projets ensemble, des idées de propositions de loi qui pourront faire, le cas échéant, l'objet de véritables textes adoptés par l'Assemblée. Tel est l'objectif premier du Conseil national des jeunes. Les conseillères et conseillers nationaux juniors sont au nombre de 12, de la 5e à la seconde et élus pour une durée d'1 an. C'est une idée en fait que je porte depuis un certain nombre d'années car il existe dans d'autres parlements en Europe et j'ai pu le découvrir donc déjà des députés juniors. Donc c'est une idée qui me tenait à cœur. Ils sont extrêmement motivés, extrêmement doués. Ils nous ont bluffés par leur niveau, par leurs idées. Je crois que c'est très important que les jeunes s'expriment sur leurs préoccupations, sur leurs attentes, sur leurs idées. Ils ont beaucoup d'imagination. Ils parlent sans doute mieux que nous, les adultes, de leurs préoccupations et de leurs problèmes. Et je peux déjà voir
après une réunion en privé et celle de présentation de ce soir, qu'ils ont beaucoup d'idées. Donc ça promet un travail fructueux avec les conseils nationaux adultes. Le Conseil national offre aujourd'hui à ses enfants la possibilité de réellement faire bouger les choses. Chacun d'entre eux a bien conscience de porter une part de l'avenir de la principauté. C'est surtout l'éducation, donc l'éducation en rendant plus accessible l'ouverture sur des métiers peu connus. Je pense que ça peut m'aider ensuite à parler en public. Et par exemple en 3e, on a un oral de brevet, donc je pense que ça peut aussi m'aider à prendre confiance. Et puis d'exprimer la volonté des jeunes collégiens et lycéens. J'ai toujours un peu aimé la politique, cela m'a toujours intéressée et pouvoir aujourd'hui être conseiller junior me permettrait de savoir comment se passe dans les coulisses des lois du pays, comme on peut le dire. Le prochain grand rendez-vous pour les conseillers nationaux juniors est fixé dès le mois d'avril afin d'entamer les discussions autour des différents projets. Nous suivrons cela de près. Comment se porte l'économie monégasque depuis un an? Est-ce une période pour innover, pour créer par exemple sa start-up? Pour y répondre, nous recevons notre premier invité, Lionel Galfré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Monacotech, un incubateur de start-up. Monacotech a été cofondé par la Principauté, Monaco Télécom et Xavier Niel en 2017. Pour les non-initiés, très rapidement, qu'est-ce que Monacotech? Monacotech, c'est un endroit qui accueille des entrepreneurs qui ont des projets innovants. Et on les accompagne en leur délivrant un programme de développement de leur business pour faire en sorte qu'on fasse naître des entreprises économiquement pérennes qui se développent en principauté et depuis la principauté. Et comment se porte Monacotech depuis la crise sanitaire? Il y a eu un impact? Alors oui, il y a eu un impact de la crise sanitaire. Il se trouve qu'ici, on a des entreprises relativement jeunes qui débutent, qui sont, de par leur nature, très adaptables et qui ont l'habitude d'avoir des impondérables tout au long de leur récente vie. Donc, c'est des gens qui se sont adaptés. Comme tout le monde, il ne faudrait pas que ça dure. Ouais. La crise a fait des dommages dans les startups, concrètement, ou pas encore? Non, la crise n'a pas fait de dommages. Il y a certains qui étaient sur des modèles économiques très particuliers, notamment sur les vols, par exemple, sur le transport aérien. Ouais. Eux, effectivement, ont plus souffert et ont été obligés de revoir ou réadapter leur modèle économique. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu de dégâts particuliers. Et vous avez des exemples de start-up au sein de Monacotech qui ont su se réinventer depuis la crise? Oui, alors toutes les startups ont su se réinventer dans le sens où, comme tout le monde, elles ont dû revoir essentiellement leur façon de travailler et leur approche du marché, qui a été nettement revue. Oui. En revanche, toutes et certaines, je dirais, ont su tirer profit de cette situation. Et il s'est avéré parfois que cette situation a fait naître des opportunités et donc changer un peu le cap. Et vous avez des exemples? Oui, on a des boîtes qui travaillent, par exemple, dans la sécurité informatique, par exemple, et qui ont vu la demande de services augmenter là-dedans, et des solutions qui ont dû être adaptées sur mesure. D'autres, par exemple, comme Carlo, dont on parle beaucoup, qui a pour objectif de dynamiser le commerce local, effectivement, elle qui a eu plein d'opportunités et plein de nouvelles applications qui sont nées parce que la crise sanitaire et la moindre fréquentation physique des commerces a ouvert de nouvelles opportunités. Et qu'est-ce que vous avez fait de plus pour épauler les startups depuis un an? On a revu totalement notre modèle, c'est-à-dire qu'ici, tout est basé sur les échanges entre entrepreneurs. Donc on a été obligé de faire des webinaires très nombreux, de mettre en place ce genre de choses. Mais on a fait aussi des accords avec des incubateurs étrangers. Et on a essayé d'ouvrir ces nouvelles portes d'une façon différente. Et puis bien sûr, notre proximité avec l'écosystème a fait que, et avec le gouvernement aussi, a fait qu'on a assisté nos startups dans l'accès à toutes les aides qui pouvaient exister. Et vous êtes à la recherche, là, actuellement, de projets innovants. Il va y avoir un nouvel appel à candidature.
Alors effectivement, il y a un nouvel appel à candidature qui a ouvert le 29 mars, qui se conclura le 26 avril. Et oui, on est à la recherche de projets innovants pour accueillir de nouvelles startups et les accompagner dans les domaines de la biotech, de la medtech, du clean et du green, clean tech et green tech, et du yachting qui à Monaco sont des secteurs très importants. Et bien sûr, on ne peut pas l'oublier, le digital et l'intelligence artificielle, le numérique, qui sont communs à l'ensemble de ces secteurs et qui sont pour la principauté très importants avec le programme Extended Monaco. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous. Et que faut-il faire si l'on est intéressé ? Alors on peut postuler via notre site internet sur une plateforme prévue à cet effet et ensuite un processus de sélection qui se terminera avec un jury le 10 juin. Alors dernière question, toute naïve, est-ce le bon moment tout simplement pour vouloir se lancer et créer sa start-up ? C'est certainement pas un moment moins bon que d'habitude. Il y a de grandes opportunités, c'est un moment où les façons de faire sont en train de changer, d'évoluer. Et une start-up par essence essaie d'aborder son marché ou une problématique de façon différente. Donc oui, bien sûr. Donc pour résumer, Lionel Galfray, depuis son lancement, Monaco Tech a accompagné 32 startups, dont 16 sont actuellement incubées. Et pour le 6e appel à candidature, les personnes intéressées ont jusqu'au 26 avril pour déposer leur dossier sur le site de Monaco Tech. Merci Lionel Galfray. Je vous en prie, merci. De Monaco Tech, nous nous rendons à Dubaï pour la suite de notre série de reportages consacrée à l'exposition universelle qui se déroulera dès octobre prochain. Il faut savoir que les expositions universelles ont pour vocation de promouvoir la culture d'un pays auprès des autres pays participants et des visiteurs. Cela passe également par le partage des cultures culinaires. Sur le pavillon de Monaco, il sera possible de découvrir de nombreuses spécialités monégasques réalisées sur place. Alexandra Pani, on vous retrouve dans les cuisines d'une boulangerie à Dubaï. Je suis avec le duo qui s'est fixé comme objectif de faire pousser des barbatuans dans le désert. Chef, on peut dire que c'est mission accomplie, là, c'est assez ressemblant. Bah écoutez, oui, on est agréablement surpris. Hein. Ça a été un travail d'une petite semaine avec Manu, le petit monégasque, le spécialiste des barbatuans. Donc on a travaillé en duo. On est agréablement surpris parce qu'on a trouvé la matière première qu'on voulait. Justement, quel était le plus difficile peut-être pour adapter les ingrédients? Alors ça s'est fait en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'on a commencé à essayer de choisir une farine qui correspondait, parce que la farine c'est très important déjà pour la pâte. Et puis ensuite, le challenge pour les barbatuans monégasques, c'était la matière première, dont les blettes. Des ingrédients trouvés notamment grâce à la collaboration avec une boulangerie dubaïote créée par un expatrié français. Il nous a proposé de faire un développement pour le pavillon de Monaco et surtout la spécialité des barbatuans, qui pour moi franchement était une énigme parce que je n'avais jamais entendu parler. Je suis plus dans la partie sucrée et boulangère que la spécialité cuisine. Donc ouais, c'était une découverte. Je pense que ça peut plaire parce qu'il y a un produit qui s'appelle des fataillères où c'est aussi une pâte mais qui est cuite différemment avec aussi un filling à base d'épinards qui est beaucoup plus simple. Mais les gens aiment beaucoup les épinards et aiment bien ces produits cuits ou frits. Et donc là, c'est frit avec une pâte qui est plus sur un côté bung qu'une pâte à fataillère. Je pense que ça peut plaire. Qui séduiront, l'espèrent les visiteurs, puisqu'une quantité importante sera vendue chaque jour à la vente. On s'est basé un petit peu comme la dernière exposition, enfin pas la dernière exposition, mais l'exposition de Milan, où on faisait entre 600 et 700 pièces par jour. Et là, en fait, on s'est aperçu que les habitants de Dubaï, qui ont testé aussi avec nous, ont vraiment apprécié. Donc, je pense que on va partir sur 1000 à 1200 pièces par jour. C'est un bel objectif. En tout cas, si vous voulez tester les barbatuans un peu Dubaï style, si on peut dire, mais quand même bien monégasque, il faudra attendre jusqu'au 1er octobre. Voilà, faire des barbatuans dans le désert. Merci Alexandra Pani. Place à notre dernière invitée. Elle est à la tête du nouveau musée national de Monaco depuis 2009. Et dans quelques jours, elle sera à la retraite. Marie-Claude Beau, bonsoir. Bonsoir. Ah, ce n'est pas une blague, hein, mais le 1er avril, vous prenez votre retraite. C'est vous qui avez choisi cette date pour l'originalité? Alors, je ne peux pas dire la vraie vérité, mais la fausse vérité est qu'effectivement, j'ai été nommée le 1er avril, voilà.
D'accord, et donc vous partez un 1er Donc je pars le 1er avril, exactement. Voilà. Mais j'aime bien l'idée. Qu'est-ce qui vous a amené à Monaco? Comment se fait-il qu'un jour on vous ait proposé de prendre les rênes du NMNM? Alors c'est de la faute, si je peux dire, et grâce surtout à la princesse Caroline et au prince Albert, qui effectivement étaient venus voir le musée que j'avais ouvert au Luxembourg pour l'État luxembourgeois, dessiné par Ayam Pei. Ils étaient venus, on s'était parlé, voilà. Et la princesse m'avait demandé aussi de faire partie de la Fondation Prince Pierre. Et j'étais responsable de la partie art contemporain. Donc depuis 2005, je cassais déjà les pieds des Monégasques. Juste, vous le regrettez, ce petit parcours sur Monaco? Ah non, pas du tout. Ah non, 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 j'ai eu une liberté absolument incroyable. Bon, après, c'était pas tous les jours dimanche parce que il faut se bagarrer, surtout pour l'art de notre temps, l'art vivant. Vous imaginez, c'est d'ailleurs le texte que j'ai signé pour le catalogue de l'exposition Marginalia, ça s'appelle l'art contemporain. Parce que je l'ai tellement entendu dans ma carrière, depuis Grenoble jusqu'à maintenant. C'est non-stop, hein. L'art contemporain, alors c'est content, C-O-N-T-E-N-T, mais aussi content, C-O-M-P-T-A-N-T, ce qui veut dire que c'est plus aussi la période actuelle. Que retenez-vous de ces 12 ans parmi nous? Écoutez, la liberté, de pouvoir travailler avec une équipe que j'ai choisie, formée pour certains, vraiment assez étonnante, d'avoir ce côté international et puis d'être sur ce bord de Méditerranée qui dit un peu l'histoire du monde. Qu'est-ce qui a fait à Monaco votre plus grande fierté? Une exposition en particulier? De quoi êtes-vous la plus fière? J'ai beaucoup aimé découvrir, parce que je ne le connaissais pas, Hercule Florence, qui est un monégasque d'origine, qui a été l'inventeur de la photographie, du mot photographie et de la photographie, et qui est parti au Brésil. Voilà, et c'est quand même un grand, si vous voulez, parce que, vous voyez, il y a ça qui m'a passionnée, et puis d'avoir fait venir Gilbert et George, c'était aussi assez marrant. Mais des choses, je crois qu'il n'y a pas une exposition où j'ai regretté. Ah bah, c'était ma question justement. À l'inverse, est-ce que vous avez des regrets? Donc rien du tout. Pas de regrets. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire regret. Ça veut dire quoi? Alors si je m'excuse, oui, je peux m'excuser si j'ai des regrets d'avoir fait une bêtise. Mais le regret de vivre ici, de faire les choses que j'ai pu faire en toute liberté, non, c'est plutôt merci à mon équipe et puis effectivement au prince et à la famille princière, parce que vraiment ils m'ont permis de faire ce que je voulais. Alors il y a eu des tensions, il y a eu des incompréhensions. Vous voyez, c'est la vie, quoi. Si vous aviez un rêve le plus fou concernant le NMNM, quel aurait été ce rêve ou quel serait ce rêve? Eh bien, qui restaure la villa Saubert vraiment comme ils l'ont dit, je veux qu'ils la restaurent. Et on a besoin de ça. On a besoin, je l'ai écrit d'ailleurs récemment, on a vraiment besoin d'un lieu où on puisse montrer nos collections qui sont formidables, sur l'histoire aussi quand même des arts du spectacle, de la SBM, des ballets russes. Enfin, je veux dire, on a fait des expositions autour de ça. Ça a été aussi assez génial. Bon, après, j'avais pas assez de budget, je me suis bagarrée, on m'avait supprimé les budgets d'acquisition, j'ai tapé des pieds. Voilà, vous voyez, on se bat, mais on se bat pour le public, pour les artistes aussi beaucoup. Il faut dire aussi qu'on a travaillé avec des artistes qui nous ont vraiment incroyablement fait confiance. Sans les artistes, on n'existe pas. Donc, on l'a dit, vous prenez votre retraite jeudi. En revanche, ce n'est pas encore tout à fait terminé, hein. Vous êtes commissaire, je crois, de la prochaine expo du NMNM, Marginalia, consacrée à la BD, c'est bien ça? C'est-à-dire que normalement, ça ouvre demain. Et j'ai eu quand même des co-commissaires formidables comme Damien MacDonald, Stéphane Vaquier. On a travaillé en toute harmonie avec des vrais spécialistes, parce que Damien et Stéphane sont des vrais fous de la bande dessinée. Donc ça, c'est assez incroyable. Et puis des grands collectionneurs qui sont venus nous rejoindre. Si vous voulez, j'espère que cette exposition donnera envie aux gens, à des gens qui ne viendraient pas autrement, de venir au musée. Et ça, c'est un truc formidable, pour moi. La BD, c'est ça aussi. Très bien, donc Marginalia, jusqu'au 5 septembre, nous y reviendrons dans l'édition de demain. Pour finir, avez-vous des projets, Marie-Claude Beau?
Des projets, déménager, ça va être déjà quelque chose. Je retourne à Toulon, où j'ai travaillé pendant quelques années, où j'ai beaucoup aimé travailler. C'est un mélange entre, c'est pas loin d'ici, c'est pas loin de ma famille, c'est pas trop loin de Paris. Voilà. Bien sûr, on m'a déjà demandé de venir sur un truc de travail pour Château-Vallon, le centre d'art. Donc si vous voulez, j'ai des amis, donc ils vont me demander et je le ferai volontiers, des missions comme ça. C'est assez génial. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. De la culture, passons au sport. En basket, la Roca Team recevait Cholet lundi soir à la salle Gaston Médecin. Un match coincé entre deux rendez-vous très importants en Eurocup. Monaco s'est incliné 76-97. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Hélion. 3 jours après la grosse débauche d'énergie et la victoire cruciale face à Podgorica en Eurocup, la Roca Team n'a pas réussi à mettre la même intensité pendant 40 minutes face à Cholet lundi soir en Jeep Elite. Coach Mitrovic fait tourner en vue du match décisif de mercredi et envoie Boukari Sissoko dans le 5 avec Bost, Ndoye, Le Sort et Falfaye. Le Sénégalais est une machine à highlights dans le premier quart-temps, alley-oop en très haute altitude, gros contre sur la planche derrière, suivi d'un tir en transition de Dibost. La Roca Team se détache rapidement 14-4. Auteur d'un poster dunk samedi soir contre Orléans qui a fait le tour du monde sur les réseaux, Yohan Makoundou montre encore ses qualités athlétiques avec une finition les yeux au niveau du cercle, 24-16 pour Monaco à la fin du premier quart-temps. Porté par Yann Miller, 19 points et Michael Stockton, 14 points et 7 passes. Cholet revient à -4. Abdou Ndoye, 11 points à 3 sur 3 à 3 points, se montre face à ses anciens partenaires. À la mi-temps, +2 pour Cholet et une stat marquante. Les Choletais ont tiré 21 lancers francs, dont 17 dans le deuxième quart-temps, contre 5 seulement pour Monaco. Dans le troisième quart-temps, les joueurs d'Herman Kunter accentuent leur avance, des ballons volés, plus d'envie et d'énergie au rebond, +7. Marcos Knight inscrit 5 points en 2 possessions, mais c'est Cholet qui fait la différence en inscrivant 33 points dans ce troisième quart-temps, +11 à 10 minutes du buzzer final. Les Choletais vont s'envoler dans le dernier acte, une belle adresse avec 60% au tir sur l'ensemble du match. Monaco a déjà la tête à mercredi soir et à la rencontre capitale face à Podgorica. Coach Mitrovic fait tourner et Cholet remporte un succès important pour son opération maintien. Score final 97-76. On a eu du mal à rentrer dans le match, on a eu beaucoup de mal, défensivement déjà. Donc il va falloir qu'on se reprenne, il va falloir qu'on prenne les matchs les uns après les autres. Là on enchaîne un peu les matchs, donc il faut qu'on réussisse à rentrer dans le rythme et je pense qu'après ça va aller mieux. Tu parles de cet enchaînement de matchs justement, il y a eu une grosse débauche d'énergie à Ljubljana contre Podgorica, il y a ce match décisif dans 2 jours, est-ce qu'inconsciemment, c'était pas dans les têtes, je dis pas que ce match vous l'avez lâché, mais inconsciemment il y avait peut-être déjà Podgorica en tête? Oui, parce qu'on sait que voilà, l'objectif c'est d'aller jusqu'à l'Euroleague, mais il faut qu'on réussisse à rester focus, à prendre les matchs les uns après les autres, comme je l'ai dit déjà, et normalement ce genre de défaite ça ne doit pas arriver. Malgré cette deuxième défaite de la saison en Jeep Elite, la Roca Team reste leader et peut désormais se préparer pour demain soir et le match capital d'Eurocup contre Podgorica. Un match évidemment à huis clos. En revanche, vous pourrez retrouver les meilleurs moments de cette rencontre, encore une fois décisive, dans l'édition de jeudi sur Monaco Info. Nous vous retrouvons, Christina, pour le reste de l'actualité en bref. Le deuxième meeting de la commission de Monaco sur la santé humaine et la pollution des océans vient de se tenir en principauté. Créée à l'occasion de la Monaco Ocean Week il y a 2 ans de cela, cette commission s'est réunie à nouveau le 24 mars dernier. Durant 2019 et 2020, cette commission constituée de 18 scientifiques représentant des centres de recherche ou des organisations internationales a encadré les travaux de 44 scientifiques issus de 18 pays différents qui ont permis d'aboutir au rapport sur la pollution des océans et la santé humaine, un rapport qui met en avant les impacts des polluants, qu'ils soient d'origine chimique ou organique, sur la santé humaine et les solutions possibles pour limiter la pollution des océans et qui a été dévoilée lors de cette réunion de travail. Une réunion qui a également permis à ses membres de présenter leur actualité scientifique et de travailler conjointement à l'application de la déclaration de Monaco sur la santé humaine et la pollution des océans. À noter un changement important à présent pour les mélomanes, Christina.
Alors attention, en raison des essais du Grand Prix historique qui auront lieu le vendredi 23 avril, l'Opéra de Monte-Carlo est dans l'obligation d'avancer la première représentation de Boris Godunov, initialement prévue le vendredi 23 avril au jeudi 22 avril. Et en raison de l'évolution de la situation sanitaire et des décisions prises par les gouvernements monégasques et français, toutes les représentations seront avancées à 14h. Chaque personne ayant déjà réservé sa place sera contactée par le service location afin de confirmer sa présence malgré le changement de date et le changement d'horaire. Et puis pour les amateurs d'art, une exposition joue les prolongations à la Maison de France. Oui, alors nous vous en avions parlé sur notre antenne il y a quelques semaines, l'exposition Création à quatre mains qui se tient actuellement à la Maison de France et qui présente des œuvres d'Alain Borghéresi et de Éric Simonet se poursuit jusqu'au 16 avril. Les deux artistes laissent libre cours à leur créativité au travers d'œuvres mélangeant diverses techniques telles que le dessin, le collage, la peinture et en s'inspirant de l'architecture de Monaco, de Barcelone ou même de celle de New York. Leur source d'inspiration, la typographie, le temps, le jeu et le monde du vin. Un mot à présent sur la météo. Quel temps fera-t-il demain ? Un ciel ensoleillé, Fabien, ce mercredi. Une légère brise accompagnera la journée. Les températures seront douces, 15 degrés pour les minimales et 22 pour les maximales. Et le soleil se lèvera à 7h12 pour se coucher à 19h56. Ce mercredi 31 mars, nous fêterons les Benjamins. Merci, on se quitte avec les photos du jour. Nous en avons parlé dans ce journal. La première séance du Conseil national des jeunes s'est déroulée lundi. L'occasion de voir les portraits, qui sait, de la nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques. Ces clichés sont signés Manuel Vitali. Ce journal est terminé. On se retrouve, si vous le voulez bien, mercredi dès 19h pour une nouvelle édition. Et je le dis souvent, mais c'est important, portez-vous bien et à demain.